quand ils disent le PCS, le PC, qui font notre seule ressource, il faut les supprimer parce que c'est des droits de douane. Je crois que c'est des choses qu'ils ne vont pas accepter. Il y a d'autres clauses, comme la clause de la nation la plus favorisée, la clause de non-exécution, où si un pays a un problème, c'est l'ensemble de l'Union qui est pénalisé. Je crois que c'est des choses que nous n'acceptons pas. Mais nous avons des difficultés aujourd'hui liées au fait que nous avons plusieurs systèmes commerciaux dans notre région parce que tout simplement l'Union européenne a signé avec le Ghana et la Côte d'Ivoire un accord intérimaire, avec le Nigeria c'est un autre type d'accord et les autres pays c'est l'accord classique de tout sauf les armes. La priorité pour nous c'est l'intégration. La priorité pour nous c'est de rester ensemble et de continuer à rester ensemble face aux autres. Et je crois que c'est dans ce domaine-là que nous nous battons. Nous aussi, nous avons des choses à finaliser, comme les tarifs extérieurs communs de la CEDEAO, ou nos règles d'origine, nos produits sensibles. Enfin, on a un certain travail à faire. Donc la discussion continue, ils ont changé d'équipe, il y a le traité de Lisbonne qui est aujourd'hui en vigueur. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui font que les négociations doivent continuer. Mais nous sommes un partenaire de poids, ne n'en doutez pas. Et cette dernière question de Annick Ballet nous amène justement au 5e thème qui porte sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Mais avant de donner la parole à Moustapha Tinao de Télé Sahel, moi j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que Annick et Victorien ont dit. Comment concilier aujourd'hui cette libre circulation des biens et les impératifs de sécurité à un moment où on parle beaucoup de terrorisme dans le Sahel et surtout de trafic de stupéfiants? Mais je crois qu'il ne faut pas lier les deux, parce que quand on ne veut rien faire, on dit toujours on ne va pas laisser les gens circuler librement parce qu'il y a de l'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité à chaque porte, sinon chacun de nous va rester enfermé dans sa chambre. Je crois que ce n'est pas ça. Il y a des services de sécurité. Il faut regarder les choses globalement. Dans un ensemble de régions, il y a un ensemble d'espaces à couvrir. Il y a les affaires qui se font normalement sur des axes bien connus sur lesquels il faut continuer à travailler. Je ne suis pas sûr, et je crois que vous aussi avec moi, que les arrêts qui sont faits sont liés à la sécurité. Je crois. Vous savez très bien pourquoi on arrête les gens. Ça n'a rien à voir avec la sécurité parce que ça existait avant. ACMI, ça existait avant la situation en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et ça continue d'exister. Donc ne mélangeons pas les choses, séparons les choses. Il faut que les gens puissent travailler. On est dans le même pays, dans le même espace. Il faut qu'on continue à travailler dans le même espace. Il y a des pays qui avancent par rapport à d'autres. Pourtant, les problèmes de sécurité sont les mêmes un peu partout. Franchement, je ne veux pas qu'on les jumelle en fin de compte. C'est trop facile pour ne rien faire en fait. Le 5e volet avec Moustapha Tinao de Télé Sahel. Oui, Monsieur le Président, vous évoquez tantôt donc, le différend qui opposait le Bénin au Niger. Alors, existe-t-il au niveau de l'UEMOA une réglementation garantissant des droits aux pays sans façade maritime? Je veux parler du Mali, du Burkina et du Niger. Oui, je crois que c'est des conventions internationales. C'est même pas au sein de l'UEMOA. Il n'y a aucun problème pour ça. Le droit de transit est reconnu pour tous les pays. Il y a des difficultés, on les règle, c'est tout. Je crois que, vous savez, il y a tellement de réglementations dans le monde. Si tout était superbement bien réglé, il n'y aurait eu aucun problème nulle part. Aujourd'hui, il y a des difficultés liées à ce transit entre le Niger et le Bénin. On sait aussi qu'il y a autre chose. Derrière, ce n'est pas que les deux pays seuls qui sont concernés. Nous en sommes conscients, nous avons été saisis régulièrement. Vraiment, on le traite par une voie normale de dialogue, de discussion et de solutions intermédiaires. Au niveau de l'UEMOA, il n'y a pas de texte particulier qui leur accorde quelques facilités compte tenu de leur caractère enclavé? Oui, il n'y a aucun problème au niveau de l'UEMOA. Les gens ont le droit de circuler librement, c'est l'ensemble du territoire communautaire. C'est les 3 500 000 km². Donc il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Hein? Il peut y avoir des difficultés, comme elle l'a dit tout à l'heure, sur un certain nombre de produits. Il a parlé de la farine, il a parlé de l'huile. Donc, vous voyez, c'est entre deux pays qu'il n'y a pas ce contentieux. Pour le Niger et le Bénin, ça a pris une certaine proportion. C'est pour ça que moi-même, je m'en suis mêlé. Sinon, il n'y avait pas de problème particulier. On traite le cas, on résout et puis on avance. Et on va trouver une solution. Oui, Monsieur le Président, parlons du droit d'établissement. Prenons l'exemple d'un Béninois qui veut s'installer en Côte d'Ivoire. Aura-t-il le même droit que les citoyens ivoiriens? Le droit d'établissement est consacré dans le traité. Le traité est signé par les chefs d'État et ratifié par le Parlement. Donc, du point de vue du droit, il n'y a aucun problème. Mais nous avons constaté qu'il y a des difficultés pour l'appliquer. Et qui fait les difficultés? C'est d'abord les ordres eux-mêmes.
Donc nous avons essayé d'approcher le problème pas à pas, profession par profession. Nous avons travaillé avec les architectes, avec les avocats, avec les experts comptables, avec les médecins, les pharmaciens, etc. Parce que c'est eux, généralement, qui s'opposent à l'installation d'un autre collègue qui vient d'un autre pays. Et tous ces ordres-là ont convenu avec nous qu'il faut laisser les choses se faire. Et nous travaillons dans ce sens. Mais les difficultés que nous avons sont liées beaucoup plus à la lenteur de la transposition de nos textes dans l'ordre juridique national que sur le principe lui-même. Mais il faut continuer à se battre sur ça. Il faut continuer à mettre de côté ces problèmes de nationalité et autres. Un médecin burkinabé qui s'installe au Niger, mais c'est des Nigériens qui soignent. Même s'il est burkinabé, c'est les Nigériens qui soignent. Est-ce que le Niger a tellement de médecins qui ne veulent pas des médecins burkinabés? Je ne crois pas. Et je crois qu'il faut faciliter cette mobilité-là pour que les choses se passent bien. Nous essayons de faire la même chose pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs, pour qu'ils puissent se mouvoir librement. Mais nous avons tellement de difficultés. Est-ce normal qu'un étudiant béninois paye, mettons, 5 000 francs pour s'inscrire et que le Togolais à côté paye 300 000 francs? C'est pas normal. Voilà des choses sur lesquelles nous disons que si nous aimons nos enfants, quand même, permettons-leur d'accéder au savoir, tout simplement, et dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays qui appliquent la réglementation. C'est le Burkina, le Niger et la Guinée-Bissau. J'ai soulevé le problème déjà à notre interview de l'année dernière. J'ai posé le problème devant les chefs d'État le 20 février 2010. Le jour d'aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que nous on peut faire? C'est de répéter jusqu'à ce que ça se fasse. Il faut absolument une volonté politique réelle et forte pour que certaines choses puissent changer. Oui, l'UEMOA a également engagé de gros chantiers d'infrastructures routières et de construction de postes de contrôle juxtaposés. Sinkassé à la frontière du Togo et du Bénin en est un exemple. Allez-vous poursuivre la création de ces nouveaux postes de contrôle et quelles sont vos attentes? Oui, nous allons poursuivre. Il y a d'autres peut-être collés vers le Burkina et le Niger. Il y a vers le Ghana, en Guinée, Sénégal, frontière malienne. On a un certain nombre de postes qui sont en construction. Le Conseil des ministres avait autorisé 11 postes déjà et je pense qu'on va aller largement au-delà. Ce n'est pas facile. Il faut pouvoir démarrer le premier. Le premier, c'est Sinkassé. Nous travaillons avec les opérateurs privés parce que je pense sincèrement que c'est un secteur qui peut être un secteur marchand, où ce n'est pas la peine de mettre de l'argent de la communauté, on pourrait faire des forages avec, on peut faire d'autres choses, et laisser le secteur privé investir dans ce domaine-là, l'exploiter sur une durée avec un cahier de charges bien défini pour qu'on puisse avancer. Les postes de contrôle juxtaposés peuvent être un début de solution au problème de circulation des biens dans notre espace. Condition bien sûr que chacun accepte de jouer le jeu, que les administrations qui vont être dessaisies d'un certain pouvoir de barrage sur les routes acceptent qu'ils aient là aussi le soutien de leur gouvernement, que les usagers respectent les règles et que nous on continue à animer la réglementation et l'harmonisation des choses pour que cela se fasse. Monsieur le Président, les personnes non ressortissantes de la CEDEAO et de l'UEMOA sont favorables à l'adoption du visa communautaire. Pouvez-vous nous expliquer l'importance et les avantages de ce visa communautaire? Oui, nous avons pensé que notre espace, pour qu'il continue à rester ouvert, on doit faciliter l'accès à notre espace. D'abord pour 2 types, pour l'investissement et puis pour le tourisme, pour prendre ces 2 exemples. Et si nous voulons tout mettre ensemble, il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse accéder à tout en même temps. Un touriste qui vient au Niger, qui se rend compte qu'il y a Tombouctou à côté, parce qu'il n'a pas de visa pour le Mali, ben, il faut qu'il retourne, qu'il aille chercher un visa, qu'il revienne. Je crois qu'on peut faire des raccourcis pour ça. Je connais l'exemple du Brésil, par exemple, où nous ne sommes pas tous représentés. Quelqu'un qui veut venir au Mali, parti du Brésil, il envoie son passeport aux États-Unis pour qu'il ait le visa. Et ça retourne, ça fait 15 jours. La Guinée-Bissau a une ambassade là-bas. Je crois que le Sénégal a une ambassade là-bas. Pourquoi ils ne prendraient pas le visa tout simplement au Sénégal pour pouvoir accéder aux 8 pays? C'est ça l'idée. C'est notre Schengen, mais pas pour empêcher les gens de rentrer, mais plutôt pour permettre aux gens de venir. Donc c'est dans l'autre sens. C'est pour ça que nous nous battons sur ça. Là aussi, bien sûr, il y a quelques
impératifs. Il faut mettre des informations ensemble. Il faut avoir une base de données communautaire pour faire face aux problèmes d'insécurité dont Salif a parlé tout à l'heure, le trafic, drogue, etc. Nous travaillons aussi dans ce sens-là. Et la première phase consistait essentiellement à reconnaître les visas des uns et des autres. Si j'ai un visa nigérien, je dois montrer ça à la frontière malienne ou burkinabé et puis je dois pouvoir accéder. Ensuite, en 2011, on a prévu de passer carrément à la phase du visa communautaire IOMOA qui va être fait et mis sur les passeports. Voilà un peu l'idée, c'est vraiment accéder à nos pays, faire la promotion du tourisme, faire la promotion des investissements. Monsieur le Président, au moment où vous quittez votre poste, quel bilan faites-vous du processus de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union? Je crois que, je l'ai dit, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant. C'est un domaine très difficile. Parce que quand il y a des difficultés, les gens se replient sur eux-mêmes. Alors que ce n'est pas forcément la bonne attitude. Regardez quand il y a des difficultés alimentaires. Quand il y a des difficultés alimentaires, les gens commencent à fermer les frontières, croyant que c'est le voisin qui va prendre mon riz, qui va prendre mon mil. Mais c'est tellement mauvais comme attitude. Mais plus on prend votre riz, plus on vous donne des chances de produire plus, de vendre plus. C'est le Vietnam qui vient nous vendre du riz ici. Vous croyez que c'est normal? Non, il faut pouvoir être ensemble le plus possible. Ce volet-là, je n'en suis pas satisfait. Je n'en suis pas satisfait. Je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller encore plus vite. Et je crois que c'est à l'aune de la réussite de la libre circulation qu'on va vraiment mesurer qualitativement, quelque part, notre réussite. Nous allons tout à l'heure aborder le volet de l'actualité de l'Union, mais j'aimerais vous poser une question par rapport à ce que disait Moustapha Tinao. Vous avez parlé du poste de 5AC et le Conseil des ministres avait autorisé 11 postes, mais vous dites qu'on va aller au-delà. On sait par ailleurs également que l'UEMOA s'intéresse beaucoup à la réalisation d'infrastructures routières, mais malheureusement ces infrastructures sont souvent endommagées par des camions qui dépassent leur tonnage. Est-ce que dans les postes que vous allez créer, il y aura un système de pesage pour réprimer en tout cas ce qui dépasse le tonnage autorisé? Oui, non, je crois qu'on n'a pas attendu la construction des postes. Hein. Nous avons déjà dans la plupart des États des pèses essieux pour essayer de contrôler justement le poids à l'essieu, parce que c'est ça qui écrase les routes et qui les détériore. Il y a une réglementation là-dessus qui va au-delà d'ailleurs des pays de l'UEMOA, hein, même les pays de la CEDEAO. Ensuite, nous sommes en train de construire dans chacun des ports, Abidjan, Lomé, Cotonou, etc., des pèses essieux. Hein, tous les camions qui vont sortir des ports seront pesés à l'avance. On va voir les poids à charge pour éviter justement que ces camions dégradent les routes. Donc on va le faire dès la sortie des ports et c'est en construction. Aujourd'hui, c'est très avancé et ça nous permet justement de faire face à cette situation-là. Parce que les routes coûtent très très cher, tout simplement. C'est très cher, ça fait des milliards surtout. Oui. Absolument. Alors nous allons aborder le volet de l'actualité de l'Union avec Cheikh Traoré de la RTS. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, donc l'actualité de l'Union, c'est avant tout la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc un pays qui représente 40% du PIB de l'Union. Quel est aujourd'hui l'impact de cette crise sur la croissance économique? Oui, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement important pour notre Union. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus développé, qui produit le plus de produits marchands. Et c'est certainement aussi le pays qui accueille le plus de ressortissants des autres pays de l'Union. Donc une crise en Côte d'Ivoire est une crise sur l'ensemble de notre Union. Côte d'Ivoire faisait 40% à peu près du PIB, bon peut-être un petit peu moins maintenant. Donc toute difficulté sociale, difficulté politique ou difficulté économique en Côte d'Ivoire réagit forcément sur l'ensemble de nos pays. Donc tire forcément la croissance vers le bas. En 2009, on a une croissance à peu près 2,8, 2,9. En 2010, on sera à peu près à 4%. Et comme l'a dit Salif, en 2011, 4,5, 4,6%. Je pense que sans les difficultés ivoiriennes, on aurait peut-être eu entre 0,5 et 1% de croissance en plus. Ça veut dire que donc l'influence de la situation politique joue beaucoup sur les aspects de croissance